Bonjour à tous et bienvenue dans Eurofoot Express, le magazine de l'Euro d'O2 Radio, en association avec le site footexpress.com. Nous sommes le mercredi 29 juin et les équipes survivantes vont disputer les quarts de finale. Et c'est avec notre partenaire footexpress.com que l'on vous propose de monter dans le quart de ces phases finales. Sans plus attendre, le sommaire de cette émission qui sera une nouvelle fois riche en contenu et en émotion. Anthony Ricard est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Julien, bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlerez donc de l'équipe de Belgique des Diables Rouges d'Eden Hazard. Et ensuite avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour Julien, bonjour Anthony. Très heureux de vous retrouver. Le fidèle acolyte. Nous parlerons également de toutes les affiches des matchs à venir. Et nous analyserons également les chances des Bleus d'aller plus loin dans la compétition. Eurofoot Express prend le quart. C'est parti avec Anthony. Alors nous sommes très heureux d'abord de vous avoir en plateau avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Alors vous êtes reporter pour footexpress.com et vous suivez depuis le début la sélection belge, que ce soit au Hayan ou au Puy-en-Médoc. Alors avant d'analyser les forces et les atouts de cette équipe, on va en profiter pour lancer une nouvelle rubrique qu'on va appeler les Diables Rouges de plaisir. Alors Olivier Schwab, rédacteur en chef de footexpress.com, était présent à Toulouse pour le 8e de finale qui opposait la Hongrie à la Belgique. Eden Hazard et ses coéquipiers ont surclassé leurs adversaires en l'emportant 4-0. Olivier a justement réussi à interroger deux débuteurs de cette rencontre. Il s'agit donc de Michy Batshuayi qui on l'a appris a signé à Chelsea, et Yannick Ferreira Carrasco, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Je suis un attaquant, c'est mon travail. Après, voilà, j'ai été récompensé aujourd'hui. J'avais envie de jouer cette grande compétition, c'est normal. Après, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué à bien travailler aux entraînements et voilà, le coach m'a récompensé aujourd'hui, tant mieux pour moi. C'est important quand on est sur un banc et qu'on peut rentrer comme ça à la fin du match et pouvoir marquer un but, c'est très bien pour le mental. Je suis très content pour Michi aussi qu'il a pu rentrer dans ce match et qu'il a pu marquer directement sur sa première touche de balle. Il faut être tranquille, il faut avoir la tête sur les épaules, donc il ne faut pas trop se croire que parce qu'on a gagné un match 4-0 voilà, on a gagné l'Euro. Maintenant, chaque match c'est différent. Maintenant, on va jouer contre le Pays de Galles, c'est une très très bonne équipe, donc il faut essayer de faire un match comme on a fait aujourd'hui et pas faire d'erreur. Donc Michy Batshuayi a marqué pendant cette rencontre face à la Hongrie. Alors comment l'attaquant vit son statut de joker? Pour répondre à cette question, on retrouve Thomas Bricmont, journaliste belge qui est proche des Diables Rouges. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors bonjour. Donc vous suivez donc cette équipe de Belgique. On parlait donc de Batshuayi. Comment est-ce qu'il vit son statut de joker au sein de cette équipe? Je pense qu'il partait au tournoi, à l'Euro, en sachant très bien qu'il n'était pas un titulaire en puissance. Il était même un peu anxieux de ne pas être dans les 23 au départ. Donc parce que on sait au départ que Wilmots allait prendre que 2 attaquants de pointe, et donc il était en balance avec Benteke, et finalement ils ont pris les 3, Lukaku, Benteke et Michy. Mais bon, après je le vois tous les jours à l'entraînement, quasi tous les jours, et on voit qu'il est hyper en confiance. Il est arrivé il est sorti d'une bonne saison malgré les résultats difficiles de Marseille. Donc ça me surprend pas en fait de le voir exploser comme ça en fin de match face à la Hongrie. Donc cette équipe de Belgique, comment vous l'avez senti aujourd'hui? Maintenant il y a l'actualité transfert qui fait que je pense qu'ils ont un peu eu les idées ailleurs ces dernières heures, avec le transfert de Michy à Chelsea, le transfert de Meunier notamment au PSG, et puis d'autres qui devraient suivre. Donc ça a un peu changé les plans. On parle également de Witsel en Chine. Il y a pas mal de rumeurs qui courent pour l'instant. Mais ils montent en puissance, ça c'est évident. Tout le monde s'accorde à dire qu'Eden Hazard est dans la meilleure période de sa vie. Donc oui, on est optimiste, sauf que contre le Pays de Galles, ça sera évidemment une autre affaire que contre la Hongrie. Je pense que ça sera plus dur parce qu'ils vont jouer très bas, avec un bloc très bas, et il y aura pas beaucoup moins d'espace que ça la Hongrie, mais bon, on part quand même. La Belgique part favori. Un petit pronostic du coup pour ce match qui opposera donc les Diables Rouges au Pays de Galles de Gareth Bale. Ouais, moi je vois bien un 2-1, pas une victoire marquante dans les chiffres, mais je pense qu'ils vont quand même passer, mais ça sera beaucoup plus compliqué. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que les joueurs, après cette performance contre la Hongrie quand même, commencent à prendre vraiment confiance en eux?
Ils ont toujours eu, hein, ça c'est assez frappant chez les Belges, c'est que, enfin, cette génération, ils sont plus un groupe qui a grandi ensemble et ils sont tous dans des grands maintenant. Et ils ont cette confiance elle est là, elle a toujours été là, c'est même, des fois on pense que c'est un excès de confiance, mais je pense que c'est leur force aussi, c'est de se dire, j'avais fait une interview de Lukaku récemment où le titre c'était, quand on pense à notre prochain adversaire, on pense qu'on va les gifler, donc c'était assez fort comme phrase, mais c'est un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, donc avant un match, il n'y a personne pour eux qui est au-dessus, donc s'ils jouent la France, s'ils jouent l'Allemagne, s'ils jouent l'Espagne, enfin non, l'Espagne c'est fini, mais ils partent pas en se disant ça va être compliqué, ils disent on va passer au-dessus, alors après on peut penser que c'est d'excès de confiance, moi je pense pas, je pense que c'est une mentalité qu'ils ont, ils sont tous dans des grands clubs très jeunes et donc ils sont confrontés au haut niveau depuis longtemps et donc c'est pas surprenant cet état d'esprit. D'accord, merci beaucoup Thomas d'être intervenu dans cette émission, hein. Puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, justement, Anthony, hier vous étiez au Hayan. Que s'est-il dit là-bas ? Hier, Yannick Ferreira Carrasco s'est exprimé devant les médias. Et voilà, il a réagi aux critiques qui ont pu être faites à son égard. Il était un peu remonté contre la presse et il a tenu à préciser certaines choses. Par exemple, il a dit qu'il était certes pas dans un très bon état de forme, mais qu'il devait se remettre de sa finale perdue malheureusement par l'Atlético Madrid contre le Real Madrid. Donc voilà, il a aussi dit qu'il jouait pas du même côté à l'Atlético que avec les Diables Rouges. Donc voilà, c'est des automatismes qu'il doit prendre et voilà, il en avait un petit peu marre des critiques, Yannick Ferreira Carrasco. Et Marc Wilmots s'est également exprimé hier à la presse et il a tenu à lancer une petite pique là aussi à un journal flamand qui le tacle un petit peu depuis qu'il est sélectionneur en fait, en disant pour une fois je parle tactique, ce qui a un petit peu fait rire les confrères belges. Alors justement, on en a parlé un petit peu avec Thomas. Cette démonstration de la Belgique face à la Hongrie, est-ce que ça confirme un peu leur rang de favori ? Oui, clairement. Là, cette victoire 4-0 des Belges qui montent en puissance, comme l'a dit Thomas. Mais bon, après, les Pays de Galles, ça va être un autre morceau que la Hongrie. Donc, comme l'a dit Thomas, on s'attend à une équipe qui défendra très bas. Et pour moi, la première mi-temps va être déterminante. Si la Belgique marque en première mi-temps, on peut s'attendre à peut-être un match un peu moins ouvert que contre la Hongrie, mais à 2-3 buts pour les Belges. Par contre, si le Pays de Galles parvient à marquer sur un coup de pied arrêté ou sur un contre, on ne sait jamais, coup de pied arrêté, je pense bien sûr à Gareth Bale. Évidemment. Voilà, ça peut être un match beaucoup plus indécis que ce qu'on pense. Très bien, merci beaucoup Anthony pour ces informations sur l'équipe de Belgique. On remercie également Thomas pour son intervention. Alors on va passer à l'actualité de l'équipe de France, mais avant on rappelle quand même que le livre numéro 1 de Foot Express dédicacé par Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges, est à gagner sur le site footexpress.com, mais également sur Twitter. Alors pour participer, il faut donner le score et les buteurs du match Pays de Galles-Belgique. Et c'est parti Louis, ça va être à vous de nous parler de l'équipe nationale, c'est l'heure de l'actu des Bleus. Oui c'est ça, donc on va revenir sur les blessures, il y a eu des blessures en début de semaine à la suite du match contre l'Irlande. Ensuite on va revenir sur le fait qu'il y a eu 2 suspendus quand même à la suite de ce match, N'Golo Kanté, Adil Rami, et donc quels systèmes vont être mis en place, quels joueurs pour les remplacer, et puis après on va directement se profiler sur les quarts de finale, notamment celui de l'équipe de France. Alors tout d'abord, Giroud lors du match il est sorti, il a été remplacé par André Pierre Gignac, donc sorti sur une petite blessure ressentie, voilà, rien de grave, il a repris tranquillement l'entraînement. Par contre voilà, Kingsley Coman c'était un peu plus douloureux, il a eu 48 heures de repos, donc c'est-à-dire qu'il a repris seulement aujourd'hui l'entraînement. Bon on rappelle, voilà, quart de finale seulement dimanche prochain, donc il a le temps de récupérer, tous les joueurs ont le temps tranquillement de se reposer, donc pas de souci à ce niveau-là. Le souci, voilà, c'est surtout voilà par rapport aux suspendus. Qui va remplacer donc Adil Rami et N'Golo Kanté? Ça va être compliqué. Pour Adil Rami, voilà, c'est une charnière centrale donc instaurée depuis le début de l'Euro. Voilà, c'est toujours compliqué de perdre un des membres de la charnière. Donc, comment on va faire? Eh ben, écoutez, ça va être soit Samuel Umtiti ou bien Ekwele Mangala. Donc Samuel Umtiti, on le rappelle, 0 sélection en équipe de France, peu d'expérience alors au niveau international. Ça peut être compliqué. Et Mangala, c'est que 7 sélections. Alors,
je vous le dis, je pense que c'est avantage à Umtiti, et puis je pense qu'à peu près, c'est sûr même que ça va être Umtiti qui commence. Hein. On a plusieurs indices déjà contre l'Irlande, on le rappelait tout à l'heure, Anthony, vous m'avez fait penser, c'est le seul qui s'est échauffé des deux, pour au cas s'il y avait une blessure pour rentrer sur le terrain. Ensuite, voilà, il y a eu un fait qui s'est passé il y a 2 semaines, qui aurait pas dû trop sortir dans les médias, c'est l'équipe de France a joué contre les U19, les remplaçants qui n'avaient pas vraiment joué en phase de poule. Et il y avait Guillaume Mancala en défense et apparemment il était catastrophique selon le staff et il se demandait vraiment qu'est-ce qu'il faisait en équipe de France. C'est pas méchant mais c'est vraiment une constatation, il était apparemment catastrophique. Donc est-ce que vraiment il faut privilégier l'expérience de Mangala, mais apparemment il a un niveau très faible en ce moment, ou alors mettre Umtiti, aucune expérience mais qui sort d'une bonne saison avec son équipe de Lyon, quoi. Après c'est vrai que ça peut être un vrai challenge pour Umtiti, oui. 0 sélection, commencer un quart de finale. Anthony, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Umtiti ou Mangala? Ouais, moi je penche plus pour Samuel Umtiti également. Voilà, il sort d'une grosse saison avec l'Olympique Lyonnais, il n'est pas pour rien dans la place de dauphin du club de Jean-Michel Aulas derrière le Paris Saint-Germain. Donc moi je pense que voilà, il faut faire confiance, en plus il est jeune, il faut lui laisser sa chance et là de toute façon c'est le moment pour lui de prouver son talent aux yeux de toute l'Europe. Et après, pour pallier le problème Kanté... ça c'était un gros problème parce que Kanté c'était vraiment une pièce maîtresse lors des phases de poule. Bon, un peu moins sur le dernier match, un peu en difficulté. Bon, on précise aussi qu'il a pris un carton jaune un peu sévère, je trouve. C'est un peu sévère, oui. C'est vrai que la faute ne méritait pas forcément ce carton. Mais c'est donc un voilà, autre débat. là c'est là où c'est un peu plus compliqué vu on peut rentrer un peu dans le système tactique. En deuxième mi-temps, Didier Deschamps a voulu jouer en 4-2-3-1 avec justement pas de sentinelle et un meneur de jeu, enfin une espèce de second attaquant qui était Antoine Griezmann. Donc voilà, donc on pourrait avoir ce schéma-là et du coup, soit on jouerait en 4-3-3 avec une charnière, donc c'est-à-dire ça serait Cabaye qui serait titulaire à la place de Kanté, et on changerait rien pour les autres postes du milieu de terrain et en attaque, ou alors sinon on passerait en 4-2-3-1 comme je l'ai dit avec Griezmann et en espèce de faux meneur, faux numéro 9, et derrière il y aurait seulement Matuidi et Pogba en milieu de terrain, donc pas de sentinelle, donc à voir. Anthony, vous le dispositif, vous le voyez comment? Moi, je le vois en 4-3-3 toujours. Je pense qu'il faut pas changer de dispositif à ce stade de la compétition. Même si les joueurs ont sûrement travaillé d'autres tactiques, il faut pas trop perturber non plus les automatismes de chacun d'entre eux. Et donc, je vois, un Yohan Cabaye à la place de N'Golo Kanté. Très bien, merci beaucoup. Merci Louis pour toutes ces informations. Merci Anthony pour votre avis. Alors d'ici quelques secondes, quelques minutes même, tout de suite. Pardon, excusez-moi. On va retrouver Laurent Brun qui nous a rejoint en direct. Bonjour Laurent, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comment vous voyez cette équipe de France pour l'instant dans cet Euro? Moi je la vois un peu comme un diesel, quoi, comme un diesel qui se rôde un peu dans un style différent, un peu à l'image de l'équipe d'Allemagne qui dans ses matchs commence doucement et puis finit fort. Voilà, j'aimerais bien que ce soit peut-être un peu moins irrégulier entre la première et la seconde période. Néanmoins, il y a du potentiel dans cette équipe. Il faut maintenant le montrer et puis se servir peut-être de la pression populaire et sportive à bon escient, et puis que ça soit un booster plutôt qu'un frein, quoi. Alors, est-ce que comme beaucoup d'entre nous, vous avez un petit peu eu peur dans ce match face à l'Irlande? Ouais, j'ai eu un peu peur. Après, on connaît ce genre de match, hein. Il y avait le Nigeria en Coupe du Monde, il y a eu le Paraguay. Voilà, ce sont des matchs compliqués à gérer avec des adversaires qui n'ont pas les mêmes qualités, notamment d'un point de vue technique que l'équipe de France, mais qui jouent avec leurs armes, leurs valeurs et leurs sentiments, finalement, patriotiques aussi. Néanmoins, il y a toujours deux lectures des choses, hein. Ça fout tout en l'air de prendre un but dans les premières minutes, ça vous chamboule tout le programme de l'entraînement de la semaine, tout ce sur quoi vous avez travaillé, mais c'est quand même mieux de le prendre à la première qu'à la dernière, quelque part. Donc ça a peut-être eu un effet aussi de réveil sur les joueurs d'équipe de France. Puis je pense qu'à la mi-temps, il y a eu une grosse causerie, peut-être de la part du coach, capitaine, et là on a dû remettre les points sur les i. À mon avis, hein, j'ai pas d'infos sur ça, mais voilà, maintenant il faudrait commencer comme ça plutôt que de s'y mettre à la mi-temps. Après, si c'est comme ça à chaque match jusqu'au bout et qu'on est meilleur en deuxième mi-temps et qu'on se qualifie, et puis qu'on gagne comme ça, on sera quand même content. Et puis dans quelques années, on se souviendra pas qu'on a galéré sur les premières périodes. Mais je pense qu'il faut quand même essayer d'être plus concentré, parce que à mon avis c'est ça le problème, quoi, en début de match. Le souci, oui, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une égalisation dans les dernières minutes. Alors, on va parler maintenant de l'équipe de Belgique. Vous, comment vous voyez cette équipe? Moi je suis déçu par la Belgique. Je suis déçu, mais pas surpris.
en fait, parce que vous m'auriez posé la question il y a un an, j'aurais dit gros favori pour le titre. Là, depuis quelques mois, je trouve pas, et j'ai eu ce sentiment. Alors, j'en sais rien, hein, peut-être que la Belgique va gagner, mais j'ai eu ce sentiment en début de tournoi. Je les ai vus un peu à Bordeaux, je les ai vus au stade Lescure s'entraîner. Alors, je vais pas dire qu'ils étaient pas pro, au contraire, mais je sais pas, j'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu dispersés en fait, un peu dispersés. Je me suis dit attention, dans une compétition comme ça, c'est pas bon. Après, c'est un vrai jugement de valeur de ma part parce que bon, je fais confiance à Marc Wilmots pour motiver ses troupes, hein, mais j'ai retrouvé un peu la Belgique, enfin comme tout le monde d'ailleurs sur le dernier match, mais c'est vrai que cette équipe belge, elle est pas fiable, moi je trouve. D'accord. Alors on va vous demander deux petits pronostics. On parlait de la Belgique, donc justement Pays de Galles Belgique, votre pronostic? C'est compliqué. Je la vois quand même passer, mais je sais pas, quelque chose dans la difficulté, quoi, 1-2-1 après prolongation, quelque chose comme ça, voilà. D'accord. Peut-être. Et pour France-Islande du coup? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Et pour le match France-Islande? Je vois quand même la France passer. Moi, je vois un 2-0. Voilà, on est prévenu. C'est pas du chauvinisme, mais je pense qu'on a les moyens pour se mettre à l'abri rapidement, gommer les erreurs dont on vient de parler, et puis ne pas laisser une seule chance à cette équipe islandaise qui est intéressante, hein, quand même, d'un point de vue football, d'un point de vue abnégation, d'un point de vue volonté, et puis efficacité. Après, ça aussi, hein, c'est une demi-surprise parce que c'est une équipe qui a quand même franchi les éliminatoires avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'efficacité. Et puis voilà, qui a sorti, je crois, les Pays-Bas aussi en poule. Donc, faut faire gaffe, faut être juste respectueux, je pense, de cette équipe, et puis jouer son football. Et voilà, se mettre à l'abri un peu plus tôt, et puis ne pas lâcher, ne pas se croire vainqueur, même s'il y a un but ou deux d'avance, parce que ces mecs-là, eux, ils lâchent rien, ça c'est sûr. Et puis voilà, on connaît ce football, on connaît cet état d'esprit. Ce sont aussi des gens qui maintenant jouent dans des stades qui sont couverts, parce que avant ils jouaient peut-être 2 mois dans l'année, le reste c'était pas sur herbe, c'était sur la glace. Maintenant ils ont couvert leur stade, ils ont couvert leur stade d'entraînement. Les gamins, des petits jusqu'aux seniors, évoluent dans des stades fermés, dans des complexes fermés. Mais on le voit, ça progresse. Après, ce sont aussi des garçons qui rêvent de jouer en première ligue, et on voit bien dans leur jeu qu'il y a de ça aussi, hein, qu'il y a de ça, le football total, athlétique, voilà. Après, on a eu à Bordeaux, hein, on a eu Arnor Gudjonsen, qui était, moi j'aimais beaucoup ce joueur, qui était aussi un peu moins athlétique que les garçons d'aujourd'hui, plus petit, plus trapu, mais j'aimais beaucoup ce joueur qui a fait du bien aux Girondins, qui était inconnu, et voilà, qui a montré ce qu'était le football islandais déjà il y a 25 ans de ça, je sais plus. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Laurent. Avec plaisir. Pour ce pronostic, un petit peu pour le regard que vous avez apporté, hein, sur ces deux à équipes. Vous. C'est toujours agréable de parler football de toute façon, donc bon, après je suis pas très bon, hein, pronostiqueur, mais voilà, je ressens les choses comme ça, on verra. Et on a noté 2-1 pour la Belgique et 2-0 pour l'équipe de France. C'est bien, merci beaucoup. Belgique après prolongation. Voilà, mais merci à vous. Bonne journée. Bonne continuation, merci, au revoir. Alors donc, comme on l'a dit Laurent, hein, la Belgique 2-1 après prolongation, la France 2-0. Anthony, un petit pronostic sur, par exemple, la Belgique pour commencer? Moi, je vois aussi un 2-1, mais sans prolongation. Un 2-1 au bout des 90 minutes avec, je me mouille, des petits buteurs. Eden Hazard, à mon avis, qui risque de marquer un second but après son premier but contre la Hongrie. D'accord. Un deuxième but signé Lukaku. Ce serait bien pour la confiance. Il en a besoin. Et Gareth Bale pour les Gallois. Okay. Et pour l'équipe de France? Et l'équipe de France, un 2-1 aussi. Allez. 2-1, très bien. Le buteur peut-être Avec un but de Payet, un but de Griezmann et un contre son camp. Allez. D'accord. Louis, un pronostic donc sur l'équipe de Belgique. J'aime pas vous entendre dire ça. J'ai l'impression que vous êtes sceptique. Vous croyez pas en nos bleus. La Belgique d'abord. À la Belgique. Bah écoutez, honnêtement, je pense que les Gallois ont fait leur temps. Ils ont vraiment été héroïques jusque-là, et je pense que ça va s'arrêter. Désolé pour eux. Je pense que la Belgique monte en puissance. Et je verrais bien un 2-0 de la Belgique. La net, sec, 90 minutes. Hazard et Batshuayi. Hazard, Batshuayi. Et pour l'équipe de France? Bon, j'ai un peu peur parce que Laurent Brun a dit qu'il était pas bon pronostiqueur, et pourtant j'ai le même que lui. Je dirais aussi 2-0. Il a dit 2-1. Non, il a dit 2-0. Pardon, ouais. Excusez-moi. Et donc je dirais Payet. Je vois bien Payet, et je vois Olivier Giroud. Payet, Giroud. Pas Griezmann. Non, mais je pense que ça serait tête de Griezmann pour Olivier Giroud. Ouais. Très bien. Eh bien, justement, là,
On parle donc de ces deux cartes qui arrivent, hein. On va parler des autres. Alors, il y a la Pologne qui va affronter le Portugal. La Pologne qui avait battu l'équipe suisse avec un magnifique but de Shaqiri. Oui, ça s'est terminé aux prolongations. Au tir au but, pardon. Match très serré d'ailleurs. Match très serré qui affronte donc le Portugal de Ronaldo qui a réalisé un petit peu un hold-up face à la Croatie en 8e. On peut pas dire ça, mais on va dire que les Croates poussaient et dominaient, et puis à la fin des prolongations, un petit contre portugais, et voilà, malheureusement, un peu chanceux, un Nani qui fait une passe, on tire pas, c'est bizarre, et ça termine au fond des filets malheureusement. Donc Pologne-Portugal, c'est jeudi à 21h. Anthony, un petit pronostic peut-être pour ce match? Moi je vois les Polonais briller dans ce match. Je l'espère pour eux, et ils ont pas trop brillé dans cet Euro, et avec 1-0 but de Lewandowski. Le réveil de Lewandowski, Louis. Match, je pense aussi très serré, une belle rencontre et un but partout, et ça va se finir au tir au but malheureusement, et le sort décidera que ce sera le Portugal qui passera en demi-finale. Sans avoir vraiment gagné un match. Ouais, ça c'est rien, il faut le préciser. Ah, ils ont quand même emporté contre la Croatie, mais c'était poussif. Vendredi, c'est le Pays de Galles, donc de Bale qui affronte les Diables Rouges. Hein. Le Pays de Galles qui a battu l'Irlande du Nord avec un but contre son camp de ces braves Irlandais. Et la Belgique, donc, qui a corrigé l'équipe de Hongrie. Hein. Très beau match, hein, très ouvert. J'aurais bien aimé que les Hongrois, pour leur pays, marquent un petit but pour sauver l'honneur. Mais une grosse équipe de Belgique, un gros hasard, hein, on le rappelle, une note de 9 dans l'équipe. Franchement, il a vraiment assuré sur ce match. Et puis des remplaçants vraiment en forme. Hein. On pense notamment à Carrasco et Batshuayi qui ont marqué leur but. Donc ça se joue vendredi. Un petit pronostic, messieurs, pour cette rencontre. On l'a dit un peu avant. Oui, c'est vrai, pardon. Mais bon, ça dépendra aussi de la pelouse, hein, à Lille. Si possible avoir une bonne pelouse, il peut y avoir vraiment un beau match. Donc on rappelle les pronostics. Hein. Pour Anthony, c'est 2-1 pour la Belgique, et pour Louis, c'est un 2-0. Voilà. Le samedi, c'est le choc de ces quarts de finale, et ça se joue ici, ça se joue à Bordeaux. Hein. C'est Allemagne-Italie. L'Allemagne qui a démontré encore sa supériorité face à la Slovaquie. Hein, les pauvres Slovaques, ils ont montré qu'ils étaient les grands favoris de cette compétition. Au niveau des occasions, ça n'arrêtait pas d'agresser le but slovaque. Niveau possession, c'était pareil, ils contrôlaient le jeu. Donc évidemment, on a du mal à voir une équipe pouvoir battre l'Allemagne. S'il y en a bien une, c'est peut-être l'Italie. Et l'Italie, donc, qui justement a battu cette équipe d'Espagne, l'équipe championne en titre. Hein. Ouais, c'est ça. Un pronostic pour ce match? Anthony, je vous laisse parler en premier. Je sais pas trop, moi. Éclairez-moi un petit peu. Allemagne-Italie. Moi, donc, je vois pas les Italiens gagner non plus, mais je les vois passer. Un but partout, et Buffon au tir au but qui encore une fois libère l'Italie. L'éternel Gianluigi Buffon. Très bien. Et Louis? Non, en vrai, c'est possible, mais je pense que l'Allemagne est trop au-dessus, en fait. Trop au-dessus maintenant, et je les vois mal perdre en quart de finale, pardon. Je pense qu'ils vont gagner 2-0, voilà, dans le temps réglementaire, 90 minutes avec le réveil de Thomas Müller. 2-0, très bien. Et enfin, donc dimanche, ce sont les Bleus qui affrontent l'Islande. Les Bleus, donc, victorieux péniblement quand même de l'équipe d'Irlande. En 8e de finale, l'Islande, la surprise donc de cet Euro qui a sorti l'Angleterre. Hein. C'est un petit peu le petit poussé de cette compétition. Alors, on a vu vos pronostics. 2-1 donc pour Anthony et 2-0 pour Louis. Là, on a Olivier Schwab en direct avec nous qui va nous livrer un petit peu son pronostic pour ce France-Islande. Bonjour Olivier. Bonjour Julien, bonjour Louis, bonjour Anthony. Bonjour. J'ai tout écouté, donc j'ai eu le temps de prendre un peu de distance avec vos pronostics les uns les autres. Je suis assez d'accord, je crois, avec Louis. Moi, je vois bien un 2-1 ou 2-0 avec Giroud en premier buteur, parce que je pense que c'est un match qui peut lui réussir. Et ensuite, je pense que Payet va marquer son petit but en fait sur ce match. Donc toujours pas de Griezmann. Je pense pas que l'Islande va marquer sur une touche, hein, mais bon, il faudra se méfier quand même. Et puis après, pour revenir sur les autres affiches, je vais juste, avant de vous donner quelques informations mercato et transfert sur la Belgique, puisque là je suis toujours au Hayan en direct, et j'étais pas très loin tout à l'heure de Thomas Bricmont. Très bien. Je vais simplement revenir sur l'affiche, effectivement, la grosse affiche Allemagne-Italie. Moi, je vois aussi un match un peu fermé, puisque ça sera vraiment une opposition de style. Cette nouvelle nationale et la squadra azzurra de Conte, elle est vraiment difficilement manœuvrable. Et je pense que l'Allemagne, pour l'Allemagne et comme pour d'autres équipes, l'Italie reste
reste un peu la bête noire et je pense qu'ils vont avoir du mal à se retrouver face à une équipe qui défend bien, qui est très rigoureuse et qui peut procéder en contre. Alors ce qui est intéressant en fait du côté de l'Italie, c'est qu'il y a deux joueurs qu'on connaissait peu en fait, notamment Pelé et Eder, et qui sont vraiment très complémentaires. Donc je pense que l'Allemagne va avoir du mal. Maintenant, moi je pense que effectivement, je mise sur le réveil de Thomas Müller, qui m'a jamais déçu. Et je pense que je vois l'Allemagne passer. Ensuite, un peu comme Albert Gemrich d'ailleurs, je vous invite à lire l'interview de la semaine que Anthony a réalisée. Il a eu Albert Gemrich ce matin au téléphone. C'est en ligne sur Foot Express. Et lui, effectivement, il dit que c'est un peu une finale avant l'heure et que les Allemagne-Italie, c'est toujours un délice. Je suis assez d'accord avec lui, mais je m'attends à un match un peu fermé. D'accord, très bien. Voilà, s'il nous reste quelques minutes, je vais vous donner quelques informations. Voilà, transfert. Alors, un petit point mercato. Donc, comme Thomas vous le révélait, effectivement, ça s'agite en fait autour des Diables Rouges. Il y a beaucoup de demandes. Donc, visiblement, Thomas Meunier sera en route en fait pour le PSG. Hier, il a fait un aller-retour là sur Paris puisque c'était la journée off des Belges. Il en a profité pour visiter les installations et puis définir les derniers contours d'un contrat de longue durée, apparemment 4 ans. Il dispose d'une clause libératoire de 7 à 8 millions d'euros, donc ça devrait pas être un souci pour les Qataris et le PSG. Et simplement pour revenir sur Michy Batshuayi, nous en fait on confirme effectivement qu'il a passé sa visite médicale hier mardi au Hayan avec un médecin envoyé par Chelsea. Par contre, l'information qu'on délivre là à l'instant sur Twitter, c'est que sur le transfert de Michy Batshuayi à Chelsea, 35% des 40 millions d'euros vont être directement versés au Standard Liège. Donc attention à tout ce qu'on lit. Marseille fait pas une plus-value de 40 millions moins les 6,4 dépensés pour l'arracher au Standard. Non, le Standard Liège va récupérer 35% des 40 millions. Je crois que c'était important en fait d'apporter cette petite information sur le dossier mercato, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui s'écrivent sur Michy Batshuayi. Très bien, mais ça s'agite de plus en plus à ce qu'on voit. On espère que les joueurs vont quand même rester les yeux rivés sur la compétition. Merci Olivier donc pour ce petit point mercato et puis pour vos pronostics. Mais les pronostics, en fait, après je terminerai juste sur Portugal, Pologne. Qui a vu un but de Lewandowski? Je me souviens plus là. C'est moi. C'est Anthony. C'est Anthony. Ben voilà, moi je pense aussi à un petit un partout. Lewandowski, Cristiano Ronaldo et les Portugais au pénalty. Je suis d'accord. Voilà. Et après pour le reste, on parle de tout ça. Mercredi prochain, ce sera le jour des demi-finales, la première demi-finale. Exactement. On espère qu'il y aura un peu de bleu, blanc, rouge. Qu'il y aura aussi les Diables Rouges qui seront en demi et puis qu'on aura encore de belles affiches. Okay. Merci à vous pour l'émission et à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine, au revoir. Mais c'est très bien tout ça. On arrive à la fin de l'émission, on termine sur un petit point mercato, mise à jour, c'est magnifique. Alors, on remercie encore une fois Anthony d'être avec nous, d'avoir été avec nous pendant cette émission, d'être venu dans les studios. Merci à vous, c'était un plaisir. On remercie Thomas Bricmont, on remercie également Olivier Schwab et Laurent Brun pour leurs interventions téléphoniques. Merci à Mika et Denis à la régie. En régie. Merci à vous Louis. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et puis la semaine prochaine, donc on se retrouve, ça parlera des demi-finales et on espérera voir les Bleus. Mais c'est pas, on espérera, les Bleus seront en demi-finale, je vous le dis. Bon, c'est très bien, on se dit à la semaine prochaine. Vive l'Euro et allez les Bleus. Allez les Bleus.